Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour un apport de connaissances en vidéo sur la CEJM. Nous sommes toujours dans le thème 1 de ce cours de CEJM, l'intégration de l'entreprise dans son environnement. On attaque et on continue en tout cas sur l'aspect économique et notre deuxième séquence porte sur le marché. Nous sommes toujours dans l'intégration de l'entreprise dans son environnement, donc l'idée c'est que l'entreprise s'inscrit dans une économie de marché. Aujourd'hui, dans notre pays et dans les pays occidentaux en règle générale, nous sommes dans une économie de marché, donc on va s'intéresser de plus près à ce qu'est un marché. C'est parti? L'objectif pédagogique à noter pour cette introduction, c'est le rôle du marché et son fonctionnement. Pourquoi? Aujourd'hui, l'économie de marché est le système économique qui est dominant sur la planète et qui est dominant dans les pays occidentaux. Et c'est le système qui est adopté dans l'Union européenne ainsi qu'en France. Donc, c'est une partie intégrante de l'environnement des entreprises aujourd'hui, leur environnement économique. En guise d'introduction, on va continuer avec qu'est-ce qu'un marché, comment on va le définir. Eh bien, la définition habituelle du marché est celle-ci. C'est un lieu virtuel ou physique d'échange de biens et de services entre d'une part des offreurs et d'autre part des demandeurs. L'équilibre entre l'offre de biens ou de services et la demande se fait grâce à un ajustement par le prix. On comprend alors que le rôle du marché dans l'économie, c'est de mettre en relation les agents économiques, qui vont devenir des offreurs et ou des demandeurs, pour échanger des biens et des services et se coordonner dans cet échange de biens et de services. Selon l'économiste Léon Walras, l'économie est composée de 3 marchés principaux. Le premier, le plus courant et le plus facile à appréhender, le marché des biens et des services. Le marché du travail, de la force de travail, et le marché du capital, qu'on appelle également le marché financier. Selon lui, chaque marché est autorégulé par les prix et chaque marché va être composé d'une multitude de sous-marchés. On va prendre un exemple avec le marché des biens et des services, marché principal, et on va avoir par exemple un micro-marché qui serait le marché des smartphones. On va avoir un micro-marché qui sera le micro-marché des céréales du petit déjeuner. On va apporter également une précision sur le marché du travail, même si on y reviendra ultérieurement dans ce cours de CEJM. On parle bien ici du marché de la force de travail et non pas du marché de l'emploi. On va donc regarder ce marché avec le prisme bien que la demande de travail est celle des entreprises et l'offre de travail est celle des travailleurs. On peut également donc avoir cette distinction en micro-marché. Par exemple, le marché du travail des ingénieurs n'est pas le même que le marché du travail des serveurs en restauration. Je vous donne un dernier exemple de micro-marché pour le marché financier. Ce serait par exemple le marché des obligations, qui est un produit financier à part.
Alors, on s'intéresse maintenant à la théorie du marché concurrentiel, une théorie qui a été développée à nouveau par Léon Walras, économiste du début du XXe. Il développe un concept qu'on appelle en économie la concurrence pure et parfaite. Retenez cette expression, la concurrence pure et parfaite, c'est l'expression consacrée. Et donc, selon Léon Walras, un marché est concurrentiel s'il remplit 5 conditions, 5 hypothèses. La première hypothèse, c'est celle de l'atomicité. Alors, atomicité, ça veut dire qu'il y a une multitude d'acteurs, que ce soit côté offre ou côté demande, et qu'aucun de ces acteurs ne peut influencer à lui seul le marché et qu'il ne peut influencer, en tout cas, le niveau de prix du marché. Donc, plein de petits acteurs et personne n'a d'influence dans le marché, c'est le principe de l'atomicité. La deuxième condition, ou deuxième hypothèse que pose Walras, c'est la fluidité. La liberté d'acheter et de vendre, pour lui, devrait, en tout cas dans un marché de concurrence pure et parfaite, être totale. Il n'y a pas de restriction à la liberté d'acheter et de vendre, dans l'hypothèse de Léon Walras. Troisième hypothèse, c'est l'homogénéité. C'est-à-dire que, pour lui, les produits sont strictement identiques, ils ont les mêmes caractéristiques. Idem pour les services, exactement les mêmes caractéristiques. C'est ce qui permet d'obtenir un marché vraiment concurrentiel. La mobilité des facteurs, c'est le fait qu'il soit facile de bouger les facteurs de production d'une branche à une autre en fonction des besoins des différents marchés. Si on a besoin de force de travail dans un endroit, eh bien, on doit pouvoir facilement déplacer la force de travail pour la mettre à cet endroit. Si on a besoin de matières premières, on doit facilement pouvoir les déplacer et les mettre à l'endroit nécessaire pour produire les biens et les services. Voilà. Donc la mobilité des facteurs de production, on doit pouvoir facilement, que ce soit un facteur travail, un facteur capital ou un facteur matière première, on doit pouvoir les déplacer très facilement d'une branche à une autre, d'un pays à un autre. C'est ça un marché concurrentiel selon Walras. Et dernier élément, la transparence, c'est-à-dire que Léon Walras pose l'hypothèse qu'un marché concurrentiel, c'est un marché qui est parfaitement transparent. Tout le monde a parfaitement connaissance des niveaux de prix, de qui sont les offreurs, de ce qu'ils offrent, des produits, des caractéristiques des produits. Et tout le monde est parfaitement informé, que ce soit tous les demandeurs, mais également tous les offreurs. Alors, si on réunit ces 5 conditions selon Walras, on arrive à un équilibre naturel du marché qui va permettre une répartition optimale des ressources pour avoir cet équilibre naturel grâce au prix. Et vous voyez très vite que c'est un modèle qui repose quand même sur beaucoup de conditions. Évidemment, c'est un modèle théorique et il a tout son intérêt, mais ça ne va pas nous dispenser tout à l'heure d'apporter une critique et de voir pourquoi ce modèle de concurrence pure et parfaite est rarement réalisé dans la vraie vie. On va s'intéresser maintenant à un mécanisme extrêmement important dans la concurrence pure et parfaite, c'est la détermination du prix d'équilibre, qui est cet ajustement naturel entre l'offre et la demande, qui est vraiment ce que l'on recherche en concurrence pure et parfaite. Et comme pour l'analyse de Walras, l'acte fondateur de l'économie, c'est la consommation, on va s'intéresser en premier lieu à la demande. Alors, qu'est-ce qu'une demande dans cette analyse économique et qu'est-ce qu'une demande individuelle? Donc la demande individuelle, c'est la quantité de produits qu'un consommateur est disposé à acheter
compte tenu du prix du marché. On va considérer ici qu'on peut additionner toutes les demandes individuelles d'un pays, par exemple, pour avoir, ou d'un micro-marché, pour avoir une demande agrégée. Agrégée au sens empilée, additionnée. Et on va se demander quelle est la relation entre la demande de ce produit sur ce marché et son prix. Les études qui ont été réalisées ont démontré que c'est une fonction décroissante. C'est-à-dire que plus un bien va avoir un prix élevé, moins il y aura de personnes qui sont disposées à acheter ce produit. Et la quantité demandée diminue quand le prix augmente. On le revoit ici sur la courbe. Quand le prix diminue, la quantité demandée augmente. Et si le prix augmente, eh bien la quantité demandée diminue. De manière très logique, puisque nous avons commencé par l'analyse de la demande et que le marché c'est la rencontre entre l'offre et la demande, on va s'intéresser maintenant à l'offre. Alors, le producteur va avoir un raisonnement un peu différent du consommateur. Le producteur, il va avoir un raisonnement où il va chercher à minimiser ou à optimiser son coût de production pour obtenir la meilleure marge par rapport au prix du marché. En tout cas, c'est le raisonnement tenu par l'école de pensée de la concurrence pure et parfaite. Et il a été démontré, vous connaissez sûrement presque tous le principe des économies d'échelle, que lorsqu'on augmente la production et qu'on produit plus en volume, eh bien, le coût de production unitaire, lui, diminue. Donc on comprend que l'offreur, il a intérêt à offrir une quantité importante pour le prix le plus élevé possible, pour avoir, lui, la meilleure marge. L'intérêt des offreurs n'est donc pas le même que celui du consommateur qui, lui, va chercher une utilité à son acte de consommation. On retrouve le même mécanisme qu'avec la demande individuelle et l'offre individuelle. Donc l'offre individuelle, c'est donc la quantité de produits que les offreurs peuvent offrir sur le marché. Et quand on additionne toutes les offres individuelles, on obtient une offre agrégée sur un marché. Et de la même manière, on a étudié, il a été démontré, quel était le lien entre le prix du marché et la quantité offerte sur le marché. Et on a trouvé et démontré que l'offre est une fonction croissante du prix. Vous le voyez sur la courbe, la quantité offerte sur un marché va augmenter quand le prix du marché du produit va augmenter. D'accord? Plus le prix est bas, moins il va y avoir d'offres. Nous avons défini au départ le marché comme étant la rencontre de l'offre et de la demande. Eh bien, de manière très logique, puisque l'école de Valras a étudié et démontré que
la demande est une fonction décroissante du prix et que l'offre est une fonction croissante du prix, puisque c'est une rencontre de l'offre et de la demande, le marché, on va donc confronter les deux courbes sur le même graphique. Une fois qu'on a fait ça, on va donc trouver un point d'intersection entre les courbes. Je vous ai mis deux représentations graphiques, une avec des droites et une avec des courbes. Les courbes sont probablement plus réalistes que les droites, mais peu importe, c'est pour que vous compreniez qu'il y a forcément une intersection du marché, des deux courbes, donc la rencontre de l'offre et de la demande. Et cette intersection, ce croisement, ce point, c'est le prix d'équilibre. Vous voyez noté ici, sur la partie droite, vous avez noté prix d'équilibre entre les deux courbes, et sur la partie gauche, vous l'avez noté également. Et donc on retrouve la quantité d'équilibre, la quantité qu'il faut offrir sur le marché pour atteindre le prix d'équilibre, c'est-à-dire le juste prix qui va permettre d'écouler l'intégralité de l'offre. Et c'est ainsi, grâce à ce prix d'équilibre, qu'il va y avoir une régulation sur les marchés qui vont permettre, donc grâce à un phénomène qui s'appelle l'élasticité, l'ajustement de l'offre et de la demande en fonction du prix.